Donald Trump a finalement décidé d'annuler les frappes prévues contre l'Iran jeudi soir, évoquant la possibilité d'un accord de paix imminent. Le président américain affirme avoir pris cette décision suite à des négociations approuvées au plus haut niveau des autorités iraniennes. Cette affirmation a toutefois été démentie par la suite par les médias d'État iraniens, qui ont affirmé qu'aucun texte n'avait été approuvé. Ce revirement de Donald Trump fait suite à un message qu'il avait publié plus tôt dans la journée de jeudi, dans lequel il promettait des frappes américaines massives en Iran et menaçait de s'emparer des sites pétroliers stratégiques du pays. Il affirmait notamment que l'armée américaine s'apprêtait à prendre le contrôle de l'île de Karg, par laquelle transitent environ 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Le président américain a cependant décidé de maintenir le blocus naval imposé à tous les ports iraniens. La Maison-Blanche avait précédemment affirmé, sans fournir de preuves, que ce blocus coûtait à l'économie iranienne environ 500 millions de dollars par jour en perte. Dans le même temps, les États-Unis et l'Iran ont encore échangé des frappes ce jeudi. Téhéran affirmant de surcroît avoir tiré en direction du Koweït, de Bahreïn et de la Jordanie comme la veille. Les ambassadeurs français, allemands et britanniques en Russie ont été reçus jeudi au ministère des Affaires étrangères à Moscou. Une réunion qui intervient quelques jours après un sommet à Londres avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les trois ambassadeurs ont été reçus ce jeudi par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Galouzine. L'ambassadeur français Nicolas de Rivière a salué une bonne discussion. Mais cette évaluation a été contredite par la directrice de presse du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui a accusé les ambassadeurs de promouvoir une formule Zelensky sans issue, selon ses termes. En début de semaine, le Royaume-Uni avait accueilli le président ukrainien ainsi que les dirigeants français et allemands. À cette occasion, Keir Starmer, Emmanuel Macron et Friedrich Merz ont publiquement soutenu l'appel de Kiev à des pourparlers directs avec la Russie. Le président russe Vladimir Poutine avait précédemment rejeté l'offre de Volodymyr Zelensky de le rencontrer en tête-à-tête. Des Eurofighters dans le ciel, des soldats entre les halls et des milliers de visiteurs dans l'enceinte de l'exposition. L'ILA, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, a débuté ce mercredi à Berlin. Outre les avions, les systèmes d'armes classiques et les hélicoptères, l'accent est mis cette année sur les drones et autres systèmes sans pilote. De nombreuses entreprises présentent des technologies issues de l'expérience ukrainienne dans la guerre qui l'oppose à la Russie ou des systèmes qui sont déjà déployés sur le terrain. La visite du salon par le chancelier allemand Friedrich Merz montre également l'intérêt que suscitent les nouvelles technologies. Durant son passage, il s'est arrêté sur le stand de Quantum Systems. Cette entreprise présente le nouveau Pulse P-19 pour la première fois dans ce salon. Ce drone peut être utilisé avec ou sans équipage et est destiné, entre autres, à des missions de reconnaissance et de surveillance. Man sieht hier auch kleinere Ausführungen dieser Abfangdrohnen, die hier montiert werden können und dann eingesetzt werden können, um andere Drohnen aus der Luft abzufangen. Jetzt kennen wir das in der Ukraine im klassischen Sinne so, man stellt die Abfangdrohnen auf dem Boden mehr oder weniger und von da starten die, um die Shaheds abzufangen. Und hier würde es eine Möglichkeit geben, diese Abfangdrohnen von einem fliegenden Flugzeug aus zu starten. Les drones et les systèmes autonomes font partie des sujets qui occupent particulièrement l'industrie en ce moment. Fabricants, investisseurs, militaires et politiciens se retrouvent donc au salon autour de ce sujet. Au total, l'ILA réunit plus de 750 exposants venus de 37 pays. Jusqu'au dimanche 14 juin, ils aborderont notamment l'évolution des nouvelles technologies et le rôle que les entreprises européennes peuvent jouer à l'avenir. Ces questions sont de plus en plus importantes compte tenu de l'évolution de la situation en matière de sécurité en Europe et le retard concédé par rapport aux entreprises américaines. Kampfjets am Himmel, Drohnen und autonome Systeme in den Hallen. Die ILA gilt als die wichtigste Luft- und Raumfahrtmesse Deutschlands. Ein Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf der Verteidigungsindustrie und den Innovationen, die die Streitkräfte der Zukunft prägen sollen. Johanna Urbanschik bei der ILA für Euronews. La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis près de 3 ans en réponse à la hausse de l'inflation alimentée par la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. L'institution a ainsi augmenté son taux de facilité de dépôt de 2% à 2,25% à la suite de la réunion de son Conseil des gouverneurs ce jeudi, une première depuis septembre 2023, lorsqu'il a atteint son maximum de 4% pour stabiliser la crise inflationniste après la pandémie de Covid-19.
L'inflation dans la zone euro a atteint 3,2% en mai, son niveau le plus élevé depuis le dernier trimestre 2023, sous l'effet d'une hausse de 10,9% des prix de l'énergie. Dans le même temps, l'économie européenne s'est contractée de 0,2% au premier trimestre 2026, ce qui a incité les économistes à mettre en garde contre une période de stagflation, associant une faible croissance à une hausse de l'inflation. Pour les ménages et les entreprises de la zone euro, cette décision se traduit par une augmentation des coûts d'emprunt sur les prêts hypothécaires et les prêts aux entreprises, à un moment où le pouvoir d'achat est déjà réduit par les prix élevés des carburants et du gaz. Depuis plus de 10 jours, la contestation ne faiblit pas en Albanie, avec des manifestations devenues quotidiennes. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce mercredi à Tirana contre le projet de complexe touristique associé à la famille Trump dans une zone protégée du littoral. Rassemblés sur la place Skanderberg avant de se diriger vers le Parlement, les manifestants ont scandé des slogans contre le Premier ministre Edi Rama qu'ils accusent de s'enrichir en bradant le pays aux investisseurs. La foule a aussi avancé 5 revendications clés, dont la démission du gouvernement et l'annulation des amendements aux lois régissant les zones protégées et le patrimoine culturel. De son côté, le gouvernement maintient que ce projet de complexe touristique de luxe bénéficiera à tout le pays, notamment en vue de l'adhésion à l'Union européenne. Toutefois, la Commission européenne a exhorté les autorités albanaises à agir sans délai pour éviter de compromettre le chapitre 27 des négociations d'adhésion qui exige l'alignement sur les règles européennes en matière d'environnement. Face à la pression de la rue, le Premier ministre Edi Rama a déclaré que la contestation était créée de toutes pièces par des agents de l'extérieur. De leur côté, les organisateurs ont déclaré que les manifestations se poursuivraient dans les jours à venir. La police nord-irlandaise a fait usage d'un canon à eau contre les manifestants à Belfast mercredi, alors que des émeutes anti-immigration se poursuivaient pour la deuxième nuit consécutive. Les affrontements ont commencé mardi soir suite à une attaque au couteau survenue la veille, qui a laissé la victime gravement blessée. Le suspect est un réfugié soudanais âgé de 30 ans. Les manifestations anti-immigration, encouragées en ligne par des militants d'extrême droite, ont rapidement tourné à la violence. La famille de Stephen Ogilvie, la victime de l'agression à l'arme blanche de lundi soir, a exhorté les manifestants à ne pas instrumentaliser cette tragédie pour créer des divisions. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a pour sa part qualifié ces troubles de totalement inacceptables. Il a appelé au calme et a exhorté la population à laisser la police faire son travail. En Hongrie, le nombre d'accidents corporels impliquant des trottinettes électriques a augmenté de plus de 70% l'an dernier par rapport à l'année précédente et les statistiques se sont encore dégradées depuis avec la multiplication des engins en circulation. Selon les données du service national des ambulances, plus de 1100 personnes ont été blessées dans des accidents de trottinettes électriques entre le début de l'année et la fin du mois de mai. On estime qu'entre 100 000 et 120 000 trottinettes électriques circulent actuellement en Hongrie. Parmi elles, 10 à 15% sont proposées à la location, tandis que la grande majorité appartient à des particuliers. Le président de l'Association pour la mobilité du futur pointe l'absence d'un cadre réglementaire spécifique à ces véhicules. A mi tapasztalataink azt mutatják, hogy alapvetően a rolleresek nagy része szabálykövető. Nyilván van közöttük olyan, aki rugalmasabban kezeli a szabályokat, de hogyha lenne egy olyan keretrendszer, amit megfelelő edukációval minél szélesebb körben el lehetne juttatni a riderekhez, akkor azt gondolom, hogy sokkal kevesebb baleset lenne. És emellett nagyon fontos lenne az is, hogy nem csak a rendvédelmi szervek, hanem az egyébként nem rollerrel közlekedők, például az autósok vagy kerékpárosok, vagy ne adj Isten akár a gyalogolók is tisztában legyenek azzal, hogy hol találkozhatnak szembe rolleressel a városban. Pour David Vitezi, ministre des Transports, la réglementation des trottinettes électriques est un enjeu trop important pour attendre la réforme globale du code de la route hongroise. Face à la hausse du nombre d'accidents et à leur gravité, il plaide pour l'élaboration rapide, selon un calendrier distinct, de règles spécifiques visant les trottinettes les plus puissantes. A veszélyesen közlekedő elektromos rollerek nem csak Budapesten okoznak gondot. Magyarország egyik turisztikai központjában, Hajdúszoboszlón júliustól korlátozzák a használatukat a fürdő környékén és a város forgalmasabb pontjain. Kis Gábor, Euronews, Budapest.
La Coupe du Monde de la FIFA débute, mais cela fait plusieurs semaines que tout le monde y va de son pronostic. Euronews a interviewé 2 anciens joueurs de nations qui ont disputé une finale de la Coupe du Monde, alors qu'ils assistaient il y a quelques semaines à la finale de la Ligue des Champions. I believe on my team. We have a great squad. The collective is very good. Inside, we have very good players. We have Dembélé, Mbappé, Olise, Cherki. So after this, we need to put rules on the field, like sacrifice, like discipline, respect on your opponent. So I believe on Didier Deschamps, the manager, to send a great message for the group. Bueno, si Argentina es una de las candidatas, viene a defender el título, no va a ser fácil. Tenemos un grupo que parece accesible, pero va a ser duro. Y después las otras candidatas para mí, hoy por hoy, son Francia, España y Portugal. Atrás vienen, como siempre, los Inglaterra, Brasil, Uruguay, siempre Alemania, ¿no? Y después ojalá que hagan un gran torneo tanto Colombia como Ecuador. Cette année non plus, les Italiens ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, mais Marco Materazzi, champion du monde 2006, s'attend tout de même à un bon tournoi. Maybe Argentina won the last World Cup, but Portugal, Spain, they are very good at that. Morocco too, maybe is a big surprise. Le premier match de la Coupe du Monde oppose le Mexique à l'Afrique du Sud. Le 19 juillet, le gagnant sera sacré après 104 matchs.